Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 64e numéro, je vais aborder avec vous la revue de direction et vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc réaliser une revue de direction, c'est une exigence normative qu'on retrouve au chapitre 9.3 des normes ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001. C'est-à-dire qu'on les retrouve au même chapitre dans ces différentes normes, puisque ces normes qui définissent les exigences des systèmes de management ont été organisées de manière commune selon la HLS. HLS pour High Level Structure, ou structure de haut niveau, ce qui signifie qu'au niveau des chapitres, de leur structure macro, ces trois normes sont organisées de la même manière. J'y reviendrai peut-être dans un autre épisode. Alors que dit la norme ou que disent les normes ? Je vais prendre l'exemple de l'ISO 9001 version 2015 sur les systèmes de management de la qualité, mais pour les normes ISO 45001 concernant la santé et sécurité au travail ou 14001 concernant le management de l'environnement, c'est sensiblement la même chose. Et donc ces normes disent, au chapitre 9.3, ouvrez les guillemets, à des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue des systèmes de management de la qualité mis en place par l'organisme afin de s'assurer qu'il est toujours approprié, adapté, efficace et en accord avec l'orientation stratégique de l'organisme. Bien sûr, on remplace qualité par santé, sécurité au travail ou environnement, ou les trois si on a un système de management intégré. Et donc, en quoi consiste une revue de direction et quelles sont les exigences ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la revue de direction s'inscrit dans le principe du PDCA et plus globalement dans une démarche d'amélioration continue, puisque par exemple au chapitre 10.3 de l'ISO 9001, le chapitre concernant l'amélioration continue, il est écrit que l'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la qualité et que l'organisme doit prendre en compte les résultats de l'analyse et de l'évaluation ainsi que les éléments de sortie de la revue de direction pour déterminer s'il existe des besoins ou des opportunités à considérer dans le cadre de l'amélioration continue. Alors, je vous disais que ça s'inscrivait dans le principe du PDCA. Si cela ne vous évoque rien, je vous renvoie vers l'épisode 4 de ce podcast dans lequel je décris le PDCA et la roue de Deming. Et dans le PDCA, la revue de direction, cela concerne principalement les étapes A et C. Alors C pour vérifier tout ce qui a été réalisé. Et donc avec l'étape C de contrôle, check, on vérifie que ce qui a été réalisé correspond à ce qui avait été prévu et on compare. Et sinon, on identifie les raisons de ces écarts. L'étape A, quant à elle, consiste sur la base de ce qui a été fait lors de l'étape C, c'est-à-dire du contrôle, de définir des actions et des moyens d'amélioration, c'est-à-dire finalement identifier les axes de progrès à transformer en opportunités d'amélioration. L'intérêt de cette revue de direction, dans une démarche d'amélioration continue, c'est de s'assurer que les décisions prises précédemment et les actions identifiées pour atteindre les objectifs ont été mises en œuvre. Donc cela signifie qu'elles ont été appliquées. Mais en plus, il s'agit aussi de vérifier leur efficacité. Car on peut très bien avoir appliqué ce qui était prévu, mais finalement, ce qui était prévu n'était pas adapté ou insuffisant pour répondre à la problématique initiale. D'où l'intérêt au passage de bien identifier les causes racines. En gros, finalement, cette revue permet de répondre à la question « Est-ce que tout ce qu'on fait dans l'entreprise est utile et nous permet d'atteindre nos objectifs ?» Ou bien au contraire, a-t-on utilisé nos ressources, les personnes, le temps, l'argent, dans une mauvaise direction ? C'est donc le moment de se demander si nos constats précédents étaient bons. Si oui, a-t-on pris les bonnes décisions et initié les bonnes actions ? Et si oui, à nouveau, peut-être qu'il faut les compléter si on n'a pas atteint nos objectifs. Et si la conclusion c'est de dire que nos précédents constats n'étaient pas bons, il faut donc revoir l'analyse des causes racines de nos problématiques et changer les actions. Et non pas, comme on le voit de temps en temps, s'entêter et continuer à insister coûte que coûte dans une voie sans issue. Avec un peu à l'état d'esprit, ça finira bien par passer. Comme disait Einstein, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc au moment de la revue, on propose des réponses aux problématiques identifiées. Un des principes du management de la qualité, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Il ne faut donc pas partir sur des interprétations ou des réponses toutes faites et présupposées, mais bien s'appuyer sur des éléments factuels. L'objectif d'une démarche d'amélioration continue, c'est de rendre l'entreprise plus performante. Donc lors des revues de direction, c'est le moment de décider d'éventuels changements, de définir de nouveaux objectifs ou de les recaler, d'identifier les actions pour y parvenir et de planifier le tout avec des ressources, des délais et des indicateurs. Puisque comme on le dit souvent, on n'améliore que ce qu'on mesure.
La revue de direction permet à la direction de juger de l'efficacité de son organisation sur la base d'éléments factuels afin d'opérer des modifications si besoin. On ne peut pas baser une stratégie et un plan d'action sur des ressentis, des impressions, de la subjectivité. C'est pour cela qu'il est important de s'appuyer sur des éléments factuels. J'insiste sur ce point. Ces éléments factuels, ce sont les données d'entrée de la revue de direction. Les données d'entrée d'une revue de direction, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour alimenter la revue, telles que définies dans l'ISO 9001 et dans les autres normes encadrant les systèmes de management, sont les suivantes. Donc, on doit passer en revue l'état d'avancement des actions décidées à l'issue des revues de direction précédentes, les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management concerné. Alors, on a des spécificités pour l'ISO 14001 qui vont concerner les aspects environnementaux significatifs, l'obligation de conformité et les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes, et des spécificités pour l'ISO 45001 concernant le système de management de la santé et de la sécurité au travail, c'est-à-dire les exigences légales et autres exigences, la consultation et la participation des travailleurs et la communication pertinente avec les parties intéressées. Ensuite, autre donnée d'entrée à prendre en compte, les informations sur la performance et l'efficacité du système de management, y compris les tendances concernant la satisfaction des clients et les retours d'informations des parties intéressées pertinentes, le degré de réalisation des objectifs, qu'ils soient qualité, sécurité et ou environnement, la performance des processus et la conformité, les non-conformités et les actions correctives, le résultat de la surveillance et de la mesure, les résultats d'audit et les performances des prestataires externes. Pour cela, on doit aussi vérifier l'adéquation des ressources, l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités et les opportunités d'amélioration. Finalement, cette liste, qui peut servir de colonne vertébrale de votre revue de direction, vous la retrouvez explicitement décrite dans les normes ISO, en fonction du système de management que vous souhaitez appliquer. Au niveau de ces données d'entrée, pour être efficace, l'idéal est de ne présenter qu'une synthèse de tous ces éléments et ne pas refaire toute l'histoire sur la période écoulée, car le risque est de se lancer dans des débats sur des éléments de détail, des justifications, etc. et finalement perdre beaucoup de temps sur des choses qui ne le méritent pas forcément. L'objectif, c'est donc de faire ressortir les faits marquants, les points saillants, les grandes lignes. Tout ça signifie donc, bien sûr, qu'une revue de direction doit être préparée en amont. S'il y a des données d'entrée, il y a également des données de sortie. Ce sont les conclusions de la revue, ce qui permet de statuer sur la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système en place et les actions qui en découlent. Cela permet d'identifier des priorités dans les actions à lancer et donc de hiérarchiser les efforts à fournir pour gérer les points d'amélioration et diminuer les points faibles. Je précise au passage qu'il y a toujours des axes d'amélioration. On ne peut pas conclure une revue par « globalement tout va bien ». Il y a toujours des façons de s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il faudra en faire plus, parce que des fois c'est ça qui fait peur, mais ça veut dire qu'on peut faire mieux. Des exemples d'amélioration qu'on peut retrouver, c'est mettre en place des actions correctives, des nouvelles actions d'amélioration continue, un changement important, une innovation, une réorganisation, tout ça, ça nécessite forcément un petit peu d'ajustement et d'amélioration pour justement mettre de l'huile dans les rouages sur des sujets qui pourraient mieux marcher. Je pense que dans toute entreprise, on peut dire que peut-être globalement tout va bien, mais si on demande aux gens individuellement est-ce qu'il y a des choses qui pourraient mieux marcher, on trouvera toujours une source assez intarissable de choses qui peuvent être perfectibles d'une certaine manière. On a donc en données de sortie les opportunités d'amélioration, les besoins de changement à apporter au système de management et les besoins en ressources. Ça, c'est important. Les choses ne se font pas uniquement d'un claquement de doigts. Il faut bien sûr s'assurer qu'on a les moyens de nos ambitions. Alors quelque chose d'important, c'est que la norme ne précise pas d'obligation de format ni de durée. Elle ne dit même pas que la revue doit se faire sous forme d'une réunion. On entend des fois dans l'entreprise que la revue de direction, ça doit être une grande réunion qui regroupe toute l'entreprise. Ça, c'est faux. Enfin, c'est pas écrit comme ça, en tout cas. Comme souvent, les normes disent ce qu'il faut faire, mais n'imposent rien sur la manière de le faire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire de réunions. Et si c'est le cas, l'idéal, c'est que ces réunions ne durent pas trop longtemps, 2 heures, voire 3 heures grand maximum, en fonction de la taille des organisations. Mais au-delà, ça devient, on a vite fait de se perdre dans les détails et de perdre tout le monde. En revanche, si elles ne précisent pas de format ni de durée, les normes précisent que la revue de direction doit donner lieu à un compte-rendu sous forme d'informations documentées, puisque c'est décrit tel quel. L'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve des éléments de sortie des revues de direction. Autre sujet que j'entends régulièrement, c'est la revue de direction doit avoir lieu 1 fois par an. Ça aussi, c'est faux, dans le sens où il n'y a pas de mention à ce sujet dans les normes. La fréquence des revues, elle est variable, puisque si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au tout début, la norme ISO précise à des intervalles planifiés, la direction doit procéder à la revue du système de management. Donc, à des intervalles planifiés, ça ne veut pas dire tous les ans. En revanche, c'est pas improvisé, c'est quelque chose qu'on anticipe à l'organisme de définir sa périodicité.
Pour autant, il semble difficile d'envisager une période de plus d'1 an si on veut s'assurer d'être toujours pertinent vis-à-vis du contexte de l'entreprise, de son évolution, etc. Et puis de plus, avec une période de plus d'1 an, c'est difficile de démontrer que l'amélioration continue est au cœur des préoccupations de l'entreprise. Donc la périodicité annuelle, qu'elle soit civile ou pas, c'est un bon point de repère. C'est aussi pour ça que bon nombre d'entreprises choisissent de le faire une fois par an, en lien ou pas avec d'autres exercices périodiques, que ce soit les bilans comptables, la définition des perspectives stratégiques, etc., etc. 1 an, c'est un usage finalement, mais je rencontre aussi des entreprises qui en font plusieurs par an, voire même qui en font mensuellement. Il est possible de panacher, entre 1 an et 1 mois, il y a la possibilité de trouver tout un éventail de solutions, avec par exemple une revue annuelle et des points d'étape intermédiaires qui peuvent être trimestriels par exemple. Et c'est ce que je vous recommande parce que ça permet de ne pas attendre l'échéance annuelle pour constater si oui ou non nos actions sont efficaces. Et donc en se posant la question plus fréquemment, ça nous permet de redresser le tir au plus vite et de ne pas constater après 12 mois qu'on a fait fausse route. Ça permet aussi, au fil de l'eau, d'identifier de nouveaux objectifs et de nouvelles actions en cours de route si jamais le contexte évolue. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la revue de direction, et comme vous pouvez le constater, c'était pas si compliqué. Alors si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu, et s'il vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à le partager, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Pour me suivre, vous pouvez vous abonner à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez retrouver de l'huile dans les rouages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez donc utiliser tous ces moyens pour me répondre, pour me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou tout simplement échanger. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Si vous voulez continuer avec moi cette discussion, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site web ou sur le serveur Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.